Bonjour, je remercie avant tout l'université et la faculté de Tétouan pour son invitation, l'organisateur de ces conférences et de ces journées, Monsieur Osman Ezaraoui, et tous les collègues qui ont participé à cet heureux événement auquel je ne peux pas me rendre en présentiel pour des raisons d'agenda professionnel, mais je suis très heureux de participer avec vous en distanciel et de prendre part à cette journée très importante sur l'économie. Mon intervention portera sur les effets du numérique sur la subjectivité, et principalement dans un champ de philosophie économique, dans lequel je voudrais installer un certain nombre de rapports, de concepts, et proposer une architectonique de cette économie du numérique, parce que elle impacte d'une certaine façon toute notre dimension à la fois éthique, sociale, sensible, esthétique et aussi, bien évidemment, politique, dans une dimension qui est assez proche de ce que le philosophe Michel Foucault appelait la biopolitique des pouvoirs. Alors, très rapidement, nous pouvons brosser un grand tableau comme ça de l'économie mondiale, mais je voudrais arriver à mon propos qui est les effets du numérique sur la subjectivité aujourd'hui et sur les processus de subjectivation aujourd'hui et de ce que c'est que cette économie du numérique aujourd'hui. Mais nous devons partir de considérations un peu plus générales. Remarquez que dans un premier temps, par exemple, dans l'Antiquité gréco-romaine, mais jusque, vous avez compris, dans le monde médiéval, l'économie était une économie basée sur les besoins de ce que le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel appelle dans les principes de la philosophie du droit de 1821, dans la partie concernant la famille et la société civile, en s'appuyant sur les traités anglais d'économie et ceux de Stuart écossais qui vont avoir une influence énorme jusqu'au 19e et 20e siècle, ce qu'il appelle les systèmes du besoin, les systèmes de besoin, les systèmes de Sittlichkeit, à savoir que toute l'économie est basée sur l'offre et la demande et sur la pénurie, le surplus et la vente de pénurie. D'ailleurs, la vente de pénurie, enfin le stockage pour faire de la vente, ce qu'Aristote appelle la crématistique, ce que nous appellerions aujourd'hui, si j'allais traduire la spéculation, était considéré par les Grecs, par les Romains, mais aussi les chrétiens et tous ceux qui étaient dans la tradition abrahamique, on trouve ça aussi dans l'économie musulmane, comme du fétichisme, comme du charlatanisme et comme de la sorcellerie, car l'argent ne doit pas produire des intérêts. L'argent ne doit pas produire des intérêts parce que, justement, l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen d'échange et il ne doit pas être pris comme une valeur en soi. C'est-à-dire que c'est une valeur d'échange, mais pas une valeur réelle, ce qu'on appellera plus tard une valeur d'usage. Donc dans ce type d'économie, qui est une économie en fait de troc généralisé, même si on passe par des matières comme l'or ou le sel, hein, dans les économies bédouines ou dans les économies nomades, on est encore dans une société du besoin. Dans un deuxième processus, avec la concentration des villes, avec l'artisanat, avec la conquête du Nouveau Monde, notamment à la Renaissance, on va accumuler du capital basé sur l'esclavage, basé sur l'exploitation humaine, basé aussi sur des nouveaux besoins de cacao, café, etc. Il y aura d'une certaine manière un accroissement de richesse qui va être réinvesti, cette richesse, à la fois sur, non pas dans la satisfaction des besoins, mais dans le luxe. À la Renaissance, par exemple italienne, on voit que les palais, le palais Pitti, le palais Farnese, alors à Venise, à Firenze, à Florence, à Rome, eh bien c'est de l'économie de luxe qui est produite sur un surplus d'argent qu'il faut réinvestir, et cet investissement il se fait dans une économie que Marcel Mauss un peu plus tard ou Georges Bataille appelleront l'économie du don improductif, c'est-à-dire l'économie du prestige. Hein. On aura des mécènes qui vont investir dans des châteaux, dans des sculptures, dans des tableaux, à la fois en ayant une vision un peu contemporaine sur l'imprégnation idéologique que cela consiste à avoir sur les imaginaires et les consciences, affirmer sa puissance, mais aussi parce qu'il s'agissait de faire en sorte que ces surplus d'argent puissent retomber, on dirait aujourd'hui ruisseler, vous voyez que la théorie du ruissellement, peut-être pas simplement du monde contemporain, pour pouvoir manifester la puissance et la majesté. Ce qui va changer tout ce processus d'économie, c'est la révolution industrielle. Pourquoi ? Parce que la révolution industrielle va permettre une productivité sans précédent, d'une part, et d'autre part, parce que l'individu
ne pourra plus travailler simplement à son rythme, comme le faisait l'artisan ou l'artiste, hein, qui étaient des corporations, bien évidemment, mais celui qui va travailler aujourd'hui sera considéré comme une force de travail, c'est-à-dire comme un élément qui est lui-même pris dans le process de production, et la temporalité ne sera plus donnée par la créativité ou le génie de l'individu, mais c'est la machine qui va imposer sa cadence, son rythme, en fonction de la productivité, en fonction du rythme de la machine, et puis surtout en fonction des masses d'objets qui vont être produits, qui vont être échangés, et qui vont fluctuer sur le marché en fonction de l'offre et de la demande. Mais avec la révolution industrielle, on va pouvoir déplacer des masses d'objets sur des territoires qui vont être mondialisés. La mondialisation ne date pas d'aujourd'hui. Fernand Braudel l'a montré dans l'espace méditerranéen, l'historien ou l'école des annales. Et ainsi, on peut jouer sur la capitalisation de l'offre ou la capitalisation de la demande, et l'individu humain va être intégré dans ce process comme une force de travail et comme un élément qu'on peut vendre, qu'on peut d'une certaine manière aussi évaluer, et ça va être toute la théorie d'une certaine manière de la ressource humaine, du capital humain qui sera dans les années 50 théorisé par Gary Becker, et qui vont déterminer d'une certaine façon les économies modernes, les économies industrielles, avec d'une certaine manière une logique sur les forces productives, sur les forces de production, qui a été analysée dans les manuscrits de 1844 de Marx, mais aussi bien par des auteurs ultérieurs, par les auteurs, des économistes libéraux comme des économistes de la planification. Et on voit par exemple que l'ordolibéralisme allemand, ou bien que les théories de Milton Friedman ou de l'école de Chicago empruntent autant aux théories marxistes de la production qu'aux théories de la reproduction de la valeur marchande et de la capitalisation de la ressource humaine. Aujourd'hui, d'une certaine manière, dans l'économie monde et dans ce qu'on appelle la mondialisation, la financiarisation de l'économie a changé radicalement, puisqu'on peut externaliser les lieux de production. On voit bien que la Chine, c'est devenu l'usine du monde, et que par les valeurs, les monnaies, la richesse s'est déplacée sur le système des échanges, non plus d'objets, mais sur les systèmes de ce qu'on pourrait appeler, en reprenant les termes au XVe siècle, d'assignats, ou des systèmes bancaires qui consistent à faire fluctuer des capitaux en fonction des valeurs de ces capitaux sur des marchés où la productivité elle-même de l'argent est rendue elle-même aussi bien productive que celle d'une industrie. C'est-à-dire que la production de dollars, par exemple, va donner, bien sûr, suite aux différentes guerres mondiales et à la prépondérance de l'économie gigantesque qui a été l'économie américaine suite aux deux guerres mondiales, va elle-même, le dollar va devenir une valeur refuge, une valeur marchande qui peut être échangée comme on échange des tracteurs, comme on échange des avions. Et donc acheter du dollar, c'est une façon pour un État comme pour un individu de s'enrichir. Ce qui pose la question du rôle de l'État régulateur, comme Marshall le pensait ou comme d'autres, les ordolibéralistes, le pensaient. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un modèle de limitation politique de l'économie financière, parce que la numérisation ou la financiarisation de l'économie oblige à changer de modèle. On n'est plus dans un modèle, si vous voulez, de la pénurie, de la ressource ou de l'échange, mais on est dans un modèle de vraiment ce qu'Aristote appelait la crématistique, c'est-à-dire de la finance qui produit elle-même de la plus-value sur sa plus-value. Mais pour ce faire, il y a une limite, et cette limite, eh bien, elle est contredite par le capital lui-même, qui ne peut pas produire plus d'objets qu'il n'en produit, donc il doit vendre des objets, mais pour les vendre aujourd'hui, il doit transformer le sujet qui achète, c'est-à-dire entamer des processus de subjectivation, changer la subjectivité, et l'objet ne sera plus vendu en tant que tel, mais il sera vendu parce qu'il va raconter une histoire, un monde, un récit, ce que Bernays appelait des théories de la fiction, dans Propaganda de 1939, ou ce que d'autres des philosophes, par exemple comme Henri Deneau, appellent la mystification, et on retrouve des idées très, très classiques sur l'aliénation du sujet qui achète, mais là ça va encore plus loin, parce qu'il s'agit d'acheter des mondes possibles. Quand vous achetez un parfum aujourd'hui, vous achetez une histoire. Quand vous achetez une voiture, vous n'achetez plus une voiture, vous achetez un récit, vous achetez un imaginaire. Donc il faut que le sujet lui-même investisse de sa fantasmatique
et de son onirisme l'objet pour pouvoir lui conférer une valeur. Alors cette valeur, il y en a qui ont parlé par exemple d'économie libidinale, ça peut être une valeur érotique, mais ça peut être aussi une valeur tout simplement fictionnelle, donc il y a une économie de l'imaginaire, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un processus de subjectivation qui fait que dans l'économie de la numérisation du monde, dans l'économie financiarisée, dans l'économie qui produit par exemple le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, eh bien la valeur est celle que le sujet met lui-même dans l'objet. Il a été partie prenante du processus de production au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle. Au XXIe siècle, le sujet économique devient lui-même l'objet d'une histoire où il implémente l'objet de sa propre valeur. C'est ce qui se passe par exemple avec les applications sociales, c'est ce qui se passe aussi avec l'utilisation d'Internet, où par les métadonnées, vous implémentez celui qui vous vend quelque chose de votre propre valeur. Le vivant lui-même devient donc le produit d'un échange, et je ne parle pas simplement des OGM qu'on achète ou des brevets vivants qu'on achète, je parle du fait que la subjectivation, c'est-à-dire l'état du sujet qui doit lui-même produire une fantasmatique pour acheter un objet qui devient sujet et vivant, dont il est aliéné pour devenir lui-même consommateur de l'objet, l'oblige à s'extérioriser dans une histoire qui n'est plus la sienne, qui est irréelle. Et donc, bien sûr, dans cet espace onirique, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une rencontre entre des monnaies qui sont basées sur un imaginaire, hein, puisqu'elles ne sont plus basées sur l'or depuis 1973. On a le dollar et puis les autres monnaies, les BRICS, mais qui elles-mêmes sont confrontées au même processus, c'est-à-dire un processus de numérisation et qui les oblige à produire une économie numérique, une économie financière, une économie déshistoricisée, une économie dématérialisée. Et là, on est dans un processus, si vous voulez, de subjectivation, un processus biopolitique où la propagande, la publicité, le storytelling vient renforcer l'économie d'un imaginaire. Et c'est donc ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, une économie de cet imaginaire pour comprendre en quoi, d'une certaine manière, la dématérialisation de l'économie fiduciaire entraîne une fantasmatique, c'est-à-dire une nouvelle subjectivité, et l'étude de cette subjectivité nous permettra de comprendre ce que sont ces économies dématérialisées et ces économies de la valeur virtuelle ou irréelle. Je vous remercie pour votre attention et je remercie l'auditoire, le public et encore une fois les organisateurs pour la pertinence du sujet de ces conférences et pour leur disponibilité.